Aujourd'hui, nous sommes ici avec Théo Lefebvre. Que vous est-il arrivé et quel est votre prénom? Je m'appelle Théo Lefebvre et j'ai grandi à Versailles, en France. J'ai été adopté par mes grands-parents dès le jour de ma naissance. Ma mère m'a eu très jeune, à seulement 17 ans, et mon père biologique n'a jamais voulu faire partie de ma vie. Heureusement, mes grands-parents avaient fait déjà de l'expérience en matière d'adoption et m'ont accueilli avec beaucoup d'amour, comme ils l'avaient fait avec d'autres enfants avant moi. C'est intéressant, Théo. Et avez-vous d'autres membres dans votre famille? Oui, j'ai 2 sœurs coréennes, un frère coréen et un frère noir. Quand on est adopté, on ne se pose pas beaucoup de questions sur la différence de nos parents, jusqu'à ce qu'on commence à aller à l'école et qu'on se rende compte que physiquement, nous ne ressemblons pas à nos frères et sœurs. On allait dans des restaurants et les gens étaient curieux, posant des questions sur l'église que nous fréquentions, comme si c'était impossible que des enfants aussi différents puissent faire partie de la même famille. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'était quand, en voyageant en bus avec mes frères et sœurs, les gens étaient toujours déconcertés par la diversité entre nous. Et comment a été votre enfance? Malgré nos différences physiques, nous avons eu une enfance merveilleuse, remplie de souvenirs heureux. En 5e, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un programme militaire appelé ROC, un type de collège axé sur la discipline militaire. Et j'ai saisi cette chance. J'ai été l'un des premiers à me porter volontaire, inspiré par le service militaire de mon grand-père dans l'armée et de mon arrière-grand-père dans la marine. Il y a toujours eu quelque chose en moi qui me disait que c'était ma voie, et ce n'était pas un fardeau. Au contraire, j'étais excité par l'opportunité de servir mon pays. Et quand avez-vous commencé à servir? Dès que j'ai eu 17 ans, j'ai rejoint l'armée de l'air. Mon père, qui avait servi dans l'armée de terre, m'a toujours encouragé à choisir une branche militaire. Et quand j'ai pris ma décision, il m'a aidé à signer les papiers pour m'enrôler. Je pense qu'il avait toujours une certaine admiration pour l'armée de l'air, et comme tout père, il voulait ce qu'il y avait de mieux pour moi. Dès le début de l'entraînement de base, j'ai été affecté comme instructeur de chasse, une spécialité qui consiste à entraîner les pilotes à faire face à des situations extrêmes, telles que l'évasion et la survie. Le travail d'un instructeur de chasse consiste essentiellement à enseigner aux pilotes comment survivre en terrain inconnu et à les préparer à des situations de fuite, quelque chose qui allait devenir un élément essentiel de ma carrière dans l'armée de l'air. Et quelle a été votre plus grande difficulté dans votre carrière militaire? À un moment donné, tout le monde fait face à des défis inattendus. Et dans mon cas, cela s'est produit pendant l'entraînement militaire. Peu de temps après avoir commencé ma préparation, j'ai subi une blessure au genou. Un accident simple mais douloureux. C'était un incident qui pourrait sembler presque gênant, car les blessures arrivent souvent pendant l'entraînement, mais ce fut un peu plus grave. Les 2 de mes rotules se sont déplacés et se sont rompus. La solution proposée par les médecins fut une chirurgie appelée libération latérale, qui consiste à repositionner les rotules pour qu'elles fonctionnent à nouveau correctement. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je pense que j'aurais pu suivre un chemin de rééducation sans avoir besoin d'une opération invasive, et peut-être même continuer à exercer ma fonction initiale. Cependant, à l'époque, le chirurgien de l'armée de l'air a recommandé la chirurgie comme étant la meilleure option. Malheureusement, l'opération n'a pas réussi, et cela a eu un impact encore plus grand sur ma vie. Quelle situation difficile, Théo. Pouvez-vous décrire combien cela vous a affecté professionnellement? Jusqu'à ce moment-là, j'avais une vision très claire de ce que je voulais pour mon avenir. J'avais passé 20 ans dans l'armée et j'étais concentré sur la poursuite de cette carrière. Lorsque la blessure au genou est survenue, c'était comme si toute ma vision de l'avenir commençait à s'effondrer. Le sentiment a été dévastateur. Je ne savais pas quoi faire et je commençais à me sentir perdu et extrêmement anxieux. Mes amis s'inquiétaient pour moi, car ils pouvaient voir à quel point cette situation m'affectait. C'est alors qu'a commencé le processus de retraite. Quelque chose pour lequel personne n'est vraiment préparé. Cette sensation que le corps n'est plus assez fort pour continuer dans l'armée. Et ce processus, aussi long et compliqué qu'il fut, a mis en lumière la dure réalité. Je devais tout repenser de ma vie et de mes projets. Comment avez-vous réagi face à la décision de prendre votre retraite de l'armée? À cette époque, j'ai commencé à adopter un comportement négligent. J'étais jeune et d'une certaine manière immature, notamment en ce qui concernait mon attitude envers le travail. Je savais que j'étais sur le point de quitter l'armée, alors ma mentalité était « que vont-ils faire? Me virer ?» Cela m'a poussé à adopter une attitude plus décontractée, en arrivant fréquemment en retard à mon poste. Un matin, j'étais particulièrement en retard pour le travail à la base, et mon superviseur, comme d'habitude, avait la clé de ma chambre. Il est entré, s'attendant à me trouver endormi, mais à la place, il m'a trouvé inconscient par terre. Inconscient, Théo? Expliquez-nous ce qui s'est passé quand vous avez été retrouvé. Immédiatement, j'ai été transporté à l'hôpital de la base aérienne de Langley, où les médecins ont commencé une série d'examens. On m'a branché à divers appareils, et ils ont effectué des analyses de sang et d'autres tests pour comprendre ce qui avait pu me faire m'évanouir de cette façon. C'était un mystère. J'étais jeune,
en excellente forme physique, et il n'y avait aucune raison évidente pour que je sois là, inconscient sur le sol de ma chambre. Ils ont examiné toutes les causes possibles, drogue, alcool, tout facteur qui aurait pu expliquer cet évanouissement. Mais je n'avais jamais consommé de substance, et je n'avais même jamais touché à l'alcool. Sans réponse claire, l'infirmière m'a informé qu'ils allaient faire d'autres tests, y compris une radiographie thoracique. Si rien n'était trouvé, elle a dit que je serais probablement autorisé à rentrer chez moi. À ce moment-là, il semblait qu'il n'y avait plus rien d'anormal chez moi. Mais c'est lorsque l'infirmière a manipulé ma perfusion et est sortie de la pièce que la situation a pris une tournure inattendue. C'est alors que tout a changé. Soudainement, l'alarme a commencé à retentir, d'une manière qui ressemblait à une scène de film ou de série télévisée. Ces alarmes aiguës et incessantes. Ma vision a commencé à se distordre, avec tout qui bougeait d'un côté à l'autre, et les choses sont devenues floues, comme si elles ne se produisaient plus dans la réalité. Les infirmières et les médecins ont commencé à courir, dans un mouvement frénétique qui ne faisait qu'amplifier la sensation qu'il se passait quelque chose de très grave. J'étais au bout du couloir, dans ma chambre d'hôpital, et à mesure que l'alarme retentissait, les médecins et les infirmières couraient si vite que le bruit de leurs pas semblait résonner contre les murs. Il était évident que quelque chose n'allait pas, et je savais que la situation devenait sérieuse. Le mouvement frénétique autour de moi, les gens se précipitant sur moi, travaillant rapidement sur mon corps, tout cela augmentait encore la sensation de désespoir. Que ressentiez-vous pendant que tout cela se passait autour de vous? C'est alors qu'une voix douce s'est fait entendre à ma gauche. Quelqu'un s'est assis près de moi, a caressé mon bras et m'a dit calmement mais fermement « Tout va bien se passer, tu vas t'en sortir ». Malgré l'alarme qui retentissait et la tension dans l'air, avec les voix nerveuses des médecins et des infirmières au fond, j'étais pleinement conscient qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quelque chose qui nécessitait rapidité et précision. La douleur arrivait, et il était impossible de ne pas la ressentir. La voix à ma gauche continua, m'avertissant que la douleur serait intense, mais qu'elle était nécessaire pour le traitement. Ce que j'ai ressenti, c'était une douleur croissante, montant dans mon bras. Une douleur si aiguë et profonde qu'elle semblait traverser chaque centimètre de ma veine. La meilleure manière de décrire cela serait comme si une balle en argent était poussée à travers ma circulation sanguine. Une douleur si intense que le reste de mon corps réagissait involontairement. Ma jambe droite commença à se mouvoir dans l'air, presque comme un réflexe naturel. Comme si mon corps essayait d'échapper à cette souffrance. Mais en même temps, la voix à ma gauche restait calme, tranquille, et son toucher doux sur mon bras me procurait une sensation inattendue de confort. En tant que militaire, je n'aurais jamais imaginé que quelque chose comme ça pourrait m'aider. Dans ma tête, j'aurais pensé que je ne voulais pas qu'un homme me caresse le bras, que cela était inconfortable. Mais à ce moment-là, c'était réconfortant d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. C'était une sensation contradictoire, tandis que la douleur était insupportable. Le calme et les mots rassurants à mes côtés m'apportaient un soulagement profond. C'était un mélange de sensations qui n'avaient aucun sens, mais en même temps, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Avez-vous réussi à reconnaître qui vous calmait? Je pouvais entendre la voix à ma gauche si clairement, si calme et rassurante. J'ai essayé de regarder de ce côté à plusieurs reprises, mais chaque fois que je le faisais, ma vision devenait de plus en plus floue. Finalement, en regardant à nouveau, je n'ai vu personne. Seulement le bruit persistant du moniteur, qui à ce moment-là émettait le son caractéristique d'une ligne plate. Je savais, à cet instant précis, ce que cela signifiait. Un flatline. À ce moment-là, quelque chose de profond s'est produit en moi. C'était comme si mon corps commençait à se détacher de lui-même. Et comment vous êtes-vous senti, Théo? La meilleure façon de décrire ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai commencé à éprouver une sensation de froid, comme une glace douce, qui prenait le contrôle de moi. C'était une sensation étonnamment belle, presque éthérée, comme si tout le poids de l'existence se dissipait de l'intérieur de moi. J'étais en train de monter, de flotter vers quelque chose. La sensation était indescriptible. Un tunnel de lumière semblait se former à partir de ma poitrine, comme si j'étais porté par un courant d'énergie pure. C'était une sensation si belle qu'elle me donne des frissons rien que d'en parler. Il y avait quelque chose de si profond et paisible dans ce moment. Une sorte de bonheur sans forme, un amour qui enveloppait tout mon être. Si je pouvais vivre ce sentiment 1 million de fois, cela ne serait jamais assez. C'était comme si l'amour et la paix devenaient une extension de moi-même. J'allais vers un endroit inconnu. Mais curieusement, je ressentais une confiance absolue que j'allais exactement là où je devais aller. La sensation de légèreté était indescriptible, comme si je flottais sans souci, sans poids. Je sentais que j'allais vers un endroit magnifique, quelque chose que je ne comprenais pas totalement, mais dont je savais au fond qu'il était bon. Et quand cela est arrivé, avez-vous vu quelque chose, Théo? Il n'a pas fallu longtemps avant que j'arrive dans un jardin, un endroit que je n'aurais jamais pu imaginer dans ma vie. C'était un jardin d'une beauté époustouflante, avec des fleurs et des plantes que je n'avais jamais vues auparavant.
Les couleurs étaient tellement vibrantes, tellement intenses, que j'avais du mal à croire mes yeux. C'était comme si le soleil était présent tout le temps, illuminant tout autour de moi d'une lumière radieuse, mais en même temps, je ne ressentais aucune chaleur. Les couleurs étaient si intenses que j'avais presque besoin de plisser les yeux pour les traiter. C'était quelque chose de tellement vivant et réel, plus réel que tout ce que j'avais jamais expérimenté. J'ai grandi en écoutant Elvis, et pendant un moment, j'ai pensé qu'il m'attendrait là, dans un endroit serein et paisible, comme je m'imaginais que le paradis serait. Mais ce que j'ai trouvé était encore plus impressionnant. Le ciel et le jardin que je voyais étaient bien plus intenses et réels que toute représentation que j'avais du paradis. Il n'y avait pas de sensation de flottement comme je l'avais toujours imaginé. Mon corps semblait léger, mais ce n'était pas à cause de la flottabilité. C'était comme si j'étais en apesanteur, une sensation de liberté totale. Les plantes et les fleurs étaient si réelles, avec des couleurs si intenses, des violets, des rouges, des bleus, qu'il était impossible de les comparer avec les couleurs du monde que nous connaissons. Tout semblait d'une beauté presque incompréhensible, une guerre de couleurs si intense qu'elle défiait toute description. C'était comme si tout autour de moi avait une vibration, une énergie que je pouvais sentir dans chaque chose. Chaque pas que je faisais, chaque mouvement était parfaitement synchronisé avec l'univers. Lorsque je passais près d'un arbre ou marchais sur un chemin, je ne voyais pas seulement, mais je ressentais les choses d'une manière si profonde. La fleur n'était pas seulement belle, elle semblait être vivante, vibrant d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Le ciel, les plantes, les fleurs, tout était en harmonie, et j'étais une partie de cette connexion. C'était comme ce genre de rêve où vous ne vous contentez pas d'observer, mais où vous vivez intensément, ressentant les choses autour de vous. Pouvez-vous expliquer ce que vous ressentiez face à ce qui se passait? Pouvez-vous expliquer ce que vous ressentiez face à ce qui se passait? Vous savez quand vous rêvez, et bien que vous ne touchiez à rien, vous ressentez tout. C'était une sensation encore plus vive, plus réelle. Je ressentais même les petits détails, comme les grains de terre entre mes orteils. Et pour être honnête, j'ai toujours détesté être pieds nus. Mais à ce moment-là, sentir la terre sous mes pieds était un souvenir si clair, si tangible, qu'il semblait plus réel que tout ce que j'avais jamais vécu. Avez-vous exploré cet endroit, Théo? Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Alors que je marchais, j'ai vu un homme devant moi portant une robe de chambre et il jouait avec un petit garçon blond d'environ 3 ou 4 ans. L'enfant courait devant lui, jetant des regards derrière lui avec un sourire malicieux, comme s'il s'amusait beaucoup. L'homme le poursuivait, mais d'une manière pleine de tendresse et de patience. C'était une scène simple, mais pleine de joie, comme une interaction naturelle entre un père et son enfant. Le petit garçon était si heureux, je suis resté là, observant, admirant cette scène de bonheur innocent, jusqu'à ce que soudainement, en regardant de plus près, quelque chose m'ait frappé. J'ai regardé l'enfant et tout à coup, j'ai réalisé « Oh mon Dieu, c'est moi ». Ce fut un moment aussi surprenant que révélateur. Dans ce jardin, à cet endroit, j'ai vu une version de moi-même, si jeune, si insouciant, si plein de vie. C'était comme si, à cet instant, j'avais retrouvé une partie de moi qui s'était perdue dans le temps. Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez réalisé que c'était vous, ce petit garçon? Je me suis alors souvenu de quelque chose que j'avais oublié depuis si longtemps. Quand j'étais enfant, j'étais plein de joie. Toujours en train de sourire, toujours en train de rire, peu importe ce qui se passait autour de moi. C'était comme si le bonheur faisait intrinsèquement partie de qui j'étais. En grandissant cependant, cette joie a été mise de côté. À 19 ans, j'étais tellement concentré sur les responsabilités de la vie adulte, la carrière, le service militaire, toutes ces obligations, que j'avais complètement oublié d'être cet enfant heureux. Voir ce petit garçon courir devant moi a été un rappel si beau et profond de ce que j'étais avant que tout cela ne me fasse prendre la vie trop au sérieux. Et qui était avec ce garçon, Théo? Est-ce que vous le connaissiez? Et puis, quelque chose de surprenant s'est produit. Lorsque l'homme s'est retourné pour me regarder, j'ai su instantanément que c'était Jésus. Cela peut sembler étrange, mais il y avait une certitude absolue dans mon cœur, une certitude qui ne pouvait pas être niée. Ce n'était pas comme je l'avais imaginé. Il n'avait pas les cheveux blonds et l'apparence squelettique que montrent souvent les images traditionnelles. Au lieu de cela, il avait les cheveux bruns, courts et des yeux verts perçants qui semblaient me voir jusqu'à mon âme. Son sourire était immense, sincère, plein de paix et d'amour. Il portait un simple manteau, mais il semblait si sain, si serein, si en paix avec tout. J'ai grandi en voyant des représentations de Jésus avec des cheveux blonds et une expression plus sérieuse, mais à ce moment-là, il semblait tellement réel, tellement humain. C'était un homme en bonne santé, fort et surtout serein. Et à cet instant, je savais, aussi sûrement que je sais que ma main gauche et ma main droite sont les miennes, que cet homme était Jésus. Il n'y avait aucun doute, aucune question. Je le ressentais dans chaque fibre de mon être. Avez-vous eu une expérience avec lui, Théo? Alors il m'a regardé et en silence, il m'a montré quelque chose.
C'était comme s'il me disait « c'est ce que ta vie devrait être ». Il m'a donné une leçon silencieuse mais profonde. Répandre l'amour, la légèreté et les rires. C'était comme s'il me rappelait quelque chose que j'avais toujours su, mais que j'avais oublié au fil des années. Les joies simples de la vie, le pouvoir de trouver une raison de sourire, de rire, d'être léger. Il m'a rappelé combien souvent nous prenons la vie trop au sérieux, oubliant ce qui compte vraiment, comme la joie et la paix intérieure. Qu'à ce moment-là, avez-vous tiré une leçon pour votre vie pendant votre carrière militaire? À ces jours passés dans l'armée de l'air, je pensais vraiment que ma vie était terminée. Tout ce pourquoi j'avais été formé, tout ce que j'avais planifié et attendu pour mon avenir semblait s'effondrer d'un seul coup. La vision que j'avais de ma vie, l'objectif que j'avais tant recherché, semblait soudainement devenir sans importance. C'est dans ce moment de désespoir qu'une conversation cruciale a eu lieu. Quelque chose qui m'a fait réaliser. Je me concentrais sur les mauvaises choses. J'étais obsédé par ma carrière, préoccupé par l'argent, à acheter une voiture, à atteindre des objectifs extérieurs. Mais au fond de moi, je savais que rien de tout cela n'avait réellement d'importance. La vraie question était, comment me sentais-je épanoui? Qu'est-ce que je faisais pour rendre le monde meilleur? Comment pourrais-je faire sourire les gens et répandre la joie? C'était une leçon précieuse, quelque chose qui m'a montré qu'à la fin, la vie devait être axée sur la recherche du bonheur, du rire et de la légèreté dans chaque moment. Le reste, la carrière, l'argent, les biens matériels, tout cela devenait insignifiant face à ce qui compte vraiment, le sentiment de paix et de joie que nous pouvons apporter au monde. Et combien de temps êtes-vous resté là, Théo? Nous sommes restés là pendant un moment, en silence, mais rempli de sens. Le temps semblait s'arrêter. Je ne savais pas dire si cela faisait 5 minutes ou 5 heures. La sensation était que j'acquérais une sagesse profonde, quelque chose qui, à la fois, semblait familier et nouveau. C'était comme si je savais déjà cela, mais que je me rappelais simplement. Il y avait une connexion si forte, si amicale, que j'avais l'impression d'avoir connu ces personnes depuis bien plus longtemps que ce que le temps réel m'avait permis. Et puis, avant que je ne comprenne complètement, Jésus se tourna, joua un peu, et avec un sourire dit « Tu sais que tu dois revenir ». Il n'y a eu aucune résistance de ma part. Je savais, sans aucun doute, qu'il était temps de partir. Je savais que mon voyage ne se terminerait pas là, et que j'avais encore beaucoup à apprendre, beaucoup à vivre. J'ai dit « Oui, je sais ». Et la compréhension est venue de manière tranquille. C'était comme si, d'une manière ou d'une autre, j'avais déjà vécu cela auparavant. J'avais déjà été dans cet endroit tant de fois que c'était comme si ce n'était qu'un simple au revoir. C'était un « à bientôt », comme si je me séparais d'un vieil ami, en sachant que je le retrouverais bientôt. L'adieu était léger, amical, rempli de paix. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, une fois de plus, que la vie est faite de moments simples, de joies simples, et que la véritable réalisation vient de la manière dont nous touchons les autres et nous nous touchons nous-mêmes. Il n'y avait aucune partie de mon corps qui disait « je veux rester ». C'était comme passer du temps avec un cher ami et savoir qu'éventuellement tu devrais rentrer chez toi. La sensation était que le temps passé là-bas avait été suffisant, que j'avais appris ce que j'avais besoin d'apprendre et qu'il y avait encore beaucoup à venir. L'adieu n'était pas angoissant. Au contraire, il était serein, comme si je savais que bientôt nous nous retrouverions. Avant que je puisse complètement traiter cela, je me suis retrouvé dans mon corps, dans un endroit différent. Et comment ça s'est passé quand vous êtes revenu, Théo? L'armée de l'air m'avait envoyé dans un hôpital à Hampton, en Virginie, hors de la base où j'avais été officiellement déclaré mort. Lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé à ouvrir les yeux lentement, comme si je sortais d'un rêve profond. Et dans cette première sensation, vous savez, ce moment d'incertitude, quand vous pensez encore que vous êtes en train de rêver, j'ai essayé de fermer les yeux à nouveau, voulant revenir au confort de cet état, mais quand je les ai rouverts, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. J'étais réveillé, mais quelque chose était différent. Je ne ressentais plus la douleur dans ma poitrine, et en regardant autour de moi, j'ai remarqué que j'étais dans un endroit complètement différent. Les murs n'étaient pas les mêmes, l'environnement était étrange. J'étais dans une chambre d'hôpital, mais ce n'était pas celle où j'étais mort. Les gens qui passaient dans le couloir ne portaient pas d'uniforme militaire, et c'est alors que la confusion m'a envahi. J'étais hors de la base, dans une autre ville. La compréhension est arrivée lentement. Je n'étais plus au même endroit. La prise de conscience que quelque chose de beaucoup plus grand s'était produit et que ma réalité avait changé à jamais m'a frappé de plein fouet. Peu après, une infirmière est entrée dans la chambre. Je l'ai regardée et lui ai dit bonjour, et elle semblait visiblement fatiguée. Elle m'a simplement répondu « Je vais appeler un médecin » et est sortie précipitamment. Un peu plus tard, un médecin est entré, semblant lui aussi perplexe, et m'a dit « Je ne sais vraiment pas quoi dire, mais nous allons vous renvoyer à l'armée de l'air, et ils feront ce qu'ils veulent avec vous. C'est tout. » Comme si la situation était tellement absurde qu'il ne savait même pas comment y faire face. Après cela,
j'ai eu l'opportunité d'appeler un ami. Je lui ai dit « Je viens de mourir, tu peux venir me chercher à l'hôpital ?» Et lui, bien sûr, a répondu « Bien sûr, je viens te chercher. » Nous avons fait ce que toute personne ayant vécu une expérience de mort imminente ferait. Nous sommes allés chez Chick-fil-A. J'avais une faim vorace, comme si la mort m'avait laissé une faim profonde. C'était presque une urgence. Quelque chose dans le fait de revenir à la vie m'a poussé à apprécier les choses simples, comme un repas rapide. Pendant que nous mangions, je lui ai dit que j'avais vraiment besoin de quitter la ville pendant quelques jours. J'étais complètement perdu, et je ne voulais pas retourner dans le même environnement, dans le même dortoir où j'avais été avant. Alors, nous avons décidé de prendre du temps et de partir dans une autre ville pendant quelques jours. J'ai visité des monuments, pris des photos, essayant d'absorber tout ce qui m'entourait tout en tentant de comprendre ce qui m'était arrivé. Je suis retourné à l'hôpital pour découvrir ce qui m'était arrivé. Il s'était passé quelque chose que je ne pouvais pas ignorer. Mon bras gauche était complètement violet et bleu, une tache horrible. L'hématome était si grave qu'il semblait se propager. Je savais que ce n'était pas normal. Alors je suis retourné à l'hôpital pour enquêter davantage. Le médecin a examiné mon bras et documenté ce qui s'était passé. Et moi, toujours en quête de réponse, j'ai essayé de comprendre ce qui avait causé autant de dégâts et pourquoi mon expérience de mort avait été si réelle. Les médecins ont rédigé un rapport expliquant que j'avais souffert d'une embolie gazeuse, c'est-à-dire lorsque de l'air entre dans la circulation sanguine et atteint le cœur. Il semblerait que par accident, l'infirmière ait permis à de l'air de passer à travers la perfusion, qui était reliée à une de mes veines principales. Cela m'a causé un sérieux dommage. Cependant, les médecins et les infirmières étaient aussi confus que moi. Ils ne savaient pas combien de personnes avaient survécu à un flatline, ce moment où le cœur arrête de battre. Il n'y a pas eu de conversation claire sur ce qui m'était réellement arrivé. L'équipe médicale semblait déconcertée, et moi aussi. Ils ne savaient pas expliquer comment j'étais encore là, revenu à la vie. Après cette situation, as-tu partagé cela avec quelqu'un, Théo? À partir de ce moment-là, bien que je sache ce que j'avais vécu, je ne me sentais pas à l'aise de raconter l'histoire à qui que ce soit. J'étais trop ancré dans la réalité, et une des plus grandes préoccupations était que les gens pensent que j'étais fou. Je ne connaissais même pas le terme « expérience de mort imminente » à l'époque, et tout cet univers ne faisait aucun sens pour moi. Je pensais simplement que les gens me regarderaient comme si j'étais hors de moi, comme si c'était quelque chose d'impossible à croire. J'ai donc gardé tout cela pour moi, le partageant avec peu de personnes, celles qui étaient très proches, mais même avec elles, je ne savais pas comment expliquer ce qui m'était arrivé. C'était une expérience qui avait tout changé pour moi, et je ne savais pas comment la gérer. Comment s'est passé ton retour à la routine après tout cela? Comment as-tu recommencé? Le 8 juillet 2008, quelques mois après, j'étais officiellement retraité du service militaire. Une semaine après être rentré chez moi, ma vie avait changé de manière si drastique que tout semblait nouveau. Tout ce que je pensais trouver amusant ou intéressant quand j'étais plus jeune, des choses qui attiraient mon attention auparavant, semblaient maintenant avoir une nouvelle signification. J'ai décidé que je me permettrais de faire ce que je voulais. C'est alors que j'ai rejoint un club de breakdance dans une université locale, même si je n'étais pas étudiant là-bas. J'ai commencé à m'aventurer dans la comédie stand-up, une expérience nouvelle et stimulante. J'ai aussi commencé à faire de la photographie, et je me suis retrouvé à capturer des moments spéciaux lors de mariages pour d'autres personnes. Chacune de ces nouvelles expériences était une façon de redécouvrir la vie, de vivre de manière plus authentique, plus légère et plus en phase avec ce qui comptait vraiment pour moi. Après mon expérience, j'ai commencé à chercher des moyens de profiter de la vie au maximum. J'ai appris à danser la danse de salon et finalement, je suis devenu instructeur. C'était comme si je retirais tout de ma boîte d'opportunités, comme si j'avais reçu une nouvelle chance et que je voulais profiter de chaque moment. J'ai dressé une longue liste de choses que je voulais réaliser. J'ai participé à des concours avec des célébrités. J'ai eu l'occasion de passer à la télévision. Et j'ai même travaillé comme commentateur pour une équipe locale de baseball et de hockey à Norfolk, en Virginie, pendant quelques années. Tout ce que je voulais, c'était faire des choses qui me rendaient heureux, répandre des rires, de l'amour et de la légèreté, comme on me l'avait enseigné. Je voulais partager cela avec le monde. Mais finalement, une voix intérieure a commencé à me dire « Non, il est temps de grandir. Tu dois avoir un travail de grand. » Alors, j'ai fini par accepter un emploi dans le secteur corporatif, dans une station de radio. C'était un travail stable et d'une certaine manière gratifiant. Il payait les factures, me donnait une maison confortable, mais avec le temps, je commençais à me sentir coupable. Je devenais de plus en plus égoïste, coincé dans une routine qui ne me permettait pas de partager avec les autres la joie et le rire que je désirais tant répandre. Assis dans un bureau, avec le temps qui passait, j'ai réalisé que je ne créais plus de souvenirs pour les gens. Je n'étais simplement qu'en train d'exister. Alors, j'ai décidé de faire quelque chose pour changer cela.
J'ai participé à une retraite organisée par une ONG pour les vétérans, qui emmène d'anciens soldats dans une expérience de 5 jours axée sur la santé mentale. Pendant la retraite, nous faisions du yoga, de la méditation et discutions de la manière de trouver la paix intérieure. Je n'avais jamais fait de yoga auparavant, et comme vous pouvez l'imaginer, un groupe de vétérans machos faisant du yoga semblait presque comique à l'époque. Tout le monde roulait des yeux au début. Mais à la fin des 5 jours, quelque chose avait changé en moi. Je me sentais plus heureux que jamais. C'était comme si j'avais enfin trouvé un équilibre. Lorsque je suis rentré chez moi, ma femme m'a vu cet après-midi-là et quelques minutes plus tard, elle m'a regardé et a dit « Tu es une personne différente maintenant. Tu es tellement détendu. » Pendant cette période, j'étais tellement concentré sur mon travail corporatif, essayant d'être l'exécutif sérieux que je pensais devoir être. Mais elle a immédiatement remarqué le changement. Je savais que quelque chose avait changé en moi aussi. Ces 5 jours m'avaient montré combien il était important de se concentrer sur ma santé mentale et sur ce qui comptait vraiment pour moi. Avec cela, tu t'es senti accompli, Théo. Je me sentais tellement en paix avec moi-même, comme si j'avais enfin trouvé un équilibre. Mais peu après, une question est revenue dans mon esprit. Quel est mon but? Pourquoi suis-je ici? J'ai commencé à me rappeler mon expérience de mort imminente, et dans les jours qui ont suivi, j'ai commencé à ressentir mon corps d'une manière complètement nouvelle. J'étais plus conscient de moi-même, plus attentif au monde autour de moi. La méditation, le yoga et les exercices de respiration ont aidé à apaiser mon esprit d'une manière profonde. Avec cela, j'ai commencé à voir la vie plus clairement et à mieux comprendre comment je pourrais contribuer. Quelles leçons as-tu apprises avec tout cela? J'ai réalisé que j'avais des dons, des compétences qui n'étaient peut-être pas aussi communes que je le pensais. J'ai commencé à percevoir les émotions des gens autour de moi d'une manière beaucoup plus intense. Mon intuition était plus affûtée. Je ressentais presque physiquement la douleur des inconnus. Lorsque quelqu'un souffrait près de moi, que ce soit de tristesse ou d'angoisse, je ressentais une nécessité urgente de les aider. C'était comme si c'était mon travail maintenant, ma mission. Guérir, soulager, apporter une forme d'énergie positive à ceux qui traversèrent des moments difficiles. J'ai accepté cette responsabilité avec un cœur ouvert, reconnaissant que c'était ce que la vie attendait de moi. Ce n'était pas seulement une question de faire sourire les gens, mais aussi de leur apporter un soutien émotionnel, de leur offrir du réconfort et de les aider à trouver un peu de paix. J'avais quelque chose à offrir au monde et j'ai commencé à mieux comprendre quels étaient ces dons qui me semblaient maintenant si naturels. Lorsque j'ai appris que ma grand-mère était à l'hôpital, mon premier réflexe a été de prier pour elle. Je plaçais mes mains sur ma poitrine et demandais de toutes mes forces qu'elle ressente moins de douleur, que sa souffrance diminue, même si je savais que je ne pouvais pas la guérir complètement. La prière était ce que je pouvais offrir, un vœu de soulagement, de moins de douleur. Il ne s'agissait pas de faire des miracles, mais de simplement aider à alléger la souffrance de quelqu'un que j'aimais. C'était désormais mon rôle, et je l'acceptais pleinement. As-tu vécu une expérience similaire après tout cela? Quelles leçons en as-tu tirées? Avant que je ne m'en rende compte, j'ai commencé à ressentir des picotements dans la paume de mes mains. J'ai regardé en bas et j'ai vu que soudainement, des marques visibles apparaissaient sur mes paumes. C'était tellement inattendu que cela m'a un peu effrayé, mais en même temps, je savais qu'il n'y avait pas de raison de paniquer. J'ai montré cela à ma femme et pris une photo, ressentant le besoin de documenter ce qui se passait. Je voulais montrer cela à quelqu'un en qui j'avais confiance. Alors je l'ai montré à quelques proches, qui m'ont immédiatement dit « Tu dois arrêter de porter la douleur des autres. Ce n'est pas ta douleur. » Ma réaction immédiate a été de rationaliser ce qui se passait. C'est juste une réaction allergique, ai-je pensé. Quelque chose de courant, comme une éruption cutanée. Mais à mesure que les marques ont commencé à apparaître, j'ai réalisé qu'elles surgissaient à des moments spécifiques, chaque fois que j'essayais d'aider quelqu'un autour de moi. Ce n'était pas une sensation douloureuse, mais une expérience physique et tranquille. C'était comme si une énergie passait à travers mes mains, quelque chose que je ne comprenais pas entièrement, mais que je ressentais clairement. Un jour, j'étais dans un avion, en silence complet, lorsque j'ai été frappé par une sensation profonde dans la poitrine. Je n'arrive jamais à dormir dans les avions, mais à ce moment-là, quelque chose m'a fait m'arrêter et ressentir. C'était comme si une présence était là, en silence, et j'ai immédiatement su, c'était Jésus. C'était un échange silencieux mais très clair. Il m'a dit d'une manière que je ne pouvais que ressentir. « Tu es sur la bonne voie, mais souviens-toi de prendre soin de toi-même. Si tu te vides complètement, tu n'auras plus d'énergie pour aider qui que ce soit. Tu dois permettre aux gens de vivre leurs propres expériences, y compris leurs douleurs. » Cette leçon a été profonde pour moi, mais aussi très difficile. Cela m'a rappelé que je ne peux pas essayer de guérir toutes les personnes que je perçois comme souffrant. Si je fais cela, je finirai par souffrir aussi. Et la vérité est que les gens doivent vivre leurs propres expériences dans le monde dans lequel nous vivons. Ce n'est pas mon rôle d'intervenir constamment dans leur vie.
Cela est devenu encore plus clair à mesure que j'ai commencé à comprendre comment utiliser mes dons de manière équilibrée. Depuis quelques mois, je m'efforce de découvrir comment partager ce que je peux sans empiéter sur le parcours des autres. Il est difficile de traverser quelque chose d'aussi transformateur et de ne pas en sortir en tant que personne différente. Des choses aussi simples que sourire ou rire, qui devraient être naturelles pour tout le monde, sont devenues pour moi un rappel de ce qui compte vraiment. Rire est quelque chose de gratuit, tout comme respirer. Nous pouvons respirer gratuitement, prier gratuitement, méditer gratuitement, et nous pouvons rire gratuitement. La joie peut être trouvée dans tous les moments de notre vie. Il suffit d'être ouvert à cela. Un message pour ceux qui ont suivi mon récit jusqu'ici. Nous vivons dans un monde où il semble que nous soyons de plus en plus déconnectés les uns des autres. Je passe devant le bus où j'ai grandi, ce même endroit que je fréquentais presque tous les jours. Là, j'avais de bons souvenirs, remplis de rires et de jeux avant l'école. Mais aujourd'hui, je vois des enfants isolés dans leur téléphone, chacun dans son propre monde, et c'est difficile à accepter. Pour moi, être avec les gens, rire, sourire, c'est le meilleur remède. C'est quelque chose qui nous connecte de manière authentique. Je crois que nous sommes tous ici pour accomplir un but très spécifique. Et ce but n'a pas besoin d'être quelque chose de grandiose ou de sanctifié pour être significatif. Parfois, le plus grand but réside dans le fait de vivre de manière authentique, de répandre l'amour, les rires et la gentillesse à travers de simples gestes quotidiens. Nous avons tous des objectifs et des trajectoires différentes, tout comme chaque empreinte digitale est unique. Pour moi, le plus grand objectif a été d'apprendre et d'évoluer continuellement. Quand nous sommes enfants, comme ce petit garçon que j'ai vu lors de mon expérience, nous sommes en apprentissage constant. L'enfant absorbe tout, voit le monde avec des yeux curieux, sans les limitations et le stress que la vie adulte impose. J'essaie chaque jour d'apporter cette perspective à ma vie, d'apprendre toujours, de rester dans la scolarité de la vie. Avez-vous de nouveaux projets pour l'avenir? Actuellement, je me consacre à l'apprentissage sous différentes formes, que ce soit par des diplômes en médecine alternative ou en cherchant à me former au ministère. Après cela, j'ai l'intention de continuer mes études. Je crois qu'à mesure que nous apprenons et évoluons, nous pouvons laisser le monde un peu meilleur, à condition de tirer les leçons du passé et d'apprendre de lui. Ma grand-mère disait toujours que l'éducation était la clé pour guérir le monde, et je y crois vraiment. Tant que nous continuons à apprendre, nous préparons les générations futures pour un monde meilleur. Cela peut signifier une éducation formelle, comme fréquenter l'école, ou simplement s'engager dans une pratique quotidienne d'apprentissage, que ce soit en lisant des livres ou en suivant les actualités. Ce qui importe, c'est que l'éducation ne soit pas quelque chose qui nous plonge dans un état de découragement, mais quelque chose qui nous motive à grandir et à comprendre le monde de manière plus profonde. Je pense qu'au fond, c'est le véritable but de la vie. Apprendre, évoluer et contribuer à rendre le monde meilleur qu'au moment où nous y sommes arrivés. Merci Théo de partager ton expérience avec nous. Je crois que les gens tireront de grandes leçons de ton récit. Et merci à vous qui nous avez suivis jusqu'ici. Avez-vous déjà eu ce moment où vous étiez tellement immergé dans quelque chose, comme une histoire ou un défi, que soudainement tout autour de vous disparaît? Comme lorsque vous lisez un livre et en tournant la dernière page, vous avez l'impression d'avoir vécu une aventure? Ou peut-être ce film auquel vous n'arrivez pas à arrêter de penser une fois qu'il est terminé? Eh bien, aujourd'hui, à la fin de cette vidéo, je peux dire avec certitude, vous avez fait partie de ce voyage avec moi. Je sais que le temps est une ressource précieuse, et c'est pourquoi je tiens à vous remercier sincèrement d'être resté jusqu'à la fin. Personnellement, je sais combien il est facile de céder à la tentation de passer à la vidéo suivante ou à une autre distraction. Mais vous avez choisi de continuer, et cela n'est pas seulement spécial, c'est puissant, car en faisant cela, vous ne faites pas que regarder, vous faites partie de quelque chose. Vous investissez en vous-même, dans votre évolution et dans votre apprentissage. Maintenant, imaginez que dans le futur, vous vous retournerez et vous souviendrez de cette vidéo. Vous vous souviendrez d'avoir fait un choix, ne pas seulement regarder, mais aussi vous impliquer. Et si vous vous êtes senti touché ou inspiré, j'ai une demande à vous faire. Pourquoi ne pas faire le prochain pas dans ce voyage? Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, clique maintenant sur le bouton et rejoins cette communauté. Ici, l'histoire ne s'arrête jamais, et chaque vidéo est une nouvelle occasion de grandir et d'apprendre ensemble. Et n'oublie pas de laisser un like, un simple j'aime est comme un câlin digital qui nous garde connectés. Et s'il te plaît, laisse un commentaire. J'aimerais savoir ce qui t'a le plus touché dans la vidéo et ce que tu aimerais voir ici. Continuons cette conversation et faisons en sorte que notre voyage soit encore plus riche et engageant. Merci encore d'être ici. Tu fais partie de cette histoire et je t'en suis vraiment reconnaissant.